Retrouvez votre programme avec aprilmoto.com, l'expert de l'assurance moto. Bonjour, bienvenue dans Sans Concession. Aujourd'hui, une émission un petit peu décalée parce que nous sommes ni en concession, justement, nous sommes ni sur un salon, nous sommes à Hermont chez Bernard Faux. Bernard Faux, un nom qui vous dit forcément quelque chose, figure légendaire du Continental Circus et cinéaste averti. C'est lui l'auteur de Il était une fois le Continental Circus, mais aussi du film à venir très attendu sur Johann Zarco. Alors, on va parler évidemment de compétition, on va parler de moto, de souvenirs du Continental Circus avec Bernard qui nous attend chez lui. Et évidemment, toute cette émission sera agrémentée de nos rubriques habituelles. Alors venez, je vous emmène, on commence sans plus tarder. Bonjour Bernard. Bonjour Eric. Ça va? Bon, c'est le nord ici. Hein. Allez, bien réchauffé, il y a un bon café. Bernard, atelier, bravo, chapeau. Et puis cette TZ qui trône en bonne place. TZ TZ 350 des années 79-80 avec un cas de Morena. Parce qu'à l'époque, la TZ, c'est ce qu'il fallait pour commencer à courir. Et grâce à ça, on a pu avoir le Continental français et tout ce qui s'en est suivi, quoi. C'était une moto abordable. Et ce qui est fabuleux, c'est que 40 ans après, elle fonctionne encore. Alors tu nous disais c'est un modèle plutôt des années fin 70, début 80. 80. Toi, tu as commencé 71, c'est ça? 71. 71, la fameuse course de côte de la côte Lapise à Montlhéry, c'est ça? Exactement. Tout le monde venait là-bas. Tout le monde. C'était le juge de paix pour se dire je me lance ou je suis pas bon et j'arrête. C'était la première course. Disons qu'il y avait d'autres courses, mais c'est celle-là où moi je me suis dit, comme j'avais jamais fait d'essai avant, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. J'ai quitté l'école, j'ai monté cette moto-là pendant 2 ans sans savoir du tout si je valais quelque chose. J'avais jamais essayé. Et je me suis dit, la veille, je dis, si je suis pas bon. Et je me rappelle, je me suis dit aussi, j'aurais essayé au moins. Ouais, pas de regret. Pas de regret, j'aurais. Voilà. Et dès la première montée, je fais le 4e temps. Ouais. Bon, par contre, la deuxième montée sous la pluie, non, et là, c'est pas bon. Je n'avais jamais roulé sous la pluie avec la moto, donc je découvrais tout. Mais le soir, je m'en rappellerai toujours, je n'oublierai jamais, je me suis dit, c'est pour moi. D'accord. Et là, tu savais vraiment ce que tu voulais faire? Je le savais depuis. J'avais confirmation que cette intuition que j'ai eue à 15 ans, ce désir d'avoir quitté l'école, quitté la famille, fait les sacrifices nécessaires quand tu n'es pas un enfant de la balle. Là, j'avais la confirmation que c'était ça qui allait être mon futur. J'en rêvais. Ouais. J'en rêvais que ça dure. Et après, ça s'enchaîne comment? Parce qu'après, il faut aller plus loin. Comme tu dis, là, tu dis, ça y est, c'est pour moi. Mais après, les étapes, elles sont forcément beaucoup plus dures à franchir. Donc, la première année, c'est déjà quelques articles, il y a quelques résultats, le podium. Et c'est Bernard Faux, quand il ne tombe pas, il va vite. Voilà. C'est normal. La course, la chute, c'est le mal nécessaire pour apprendre. Et puis, j'ai commencé avec Patrick Ponce, sur une PLT aussi. Donc, on s'est croisés, on a sympathisé avec Patrick. Et puis après, 73, Coupe Kawa. J'arrête un peu les motos de course parce que, c'est pas avec ça qu'on peut sortir, si on n'a pas les moyens. Coupe Kawa, Critérium 750, grâce à mon pote Gougy qui me file un coup de main sur le matériel. Et dès la première course, Manicourt, je fais la pole sous la pluie. Et grand duel, grand baston avec Gilles Husson. Et c'est là que je commence vraiment à piloter, quoi. Patrick Grandperret, qui était les casques GPA, qui est devenu cinéaste et qui n'est plus là malheureusement, il m'aide tout de suite. Il fait aussi un film sur la Coupe Kawa. Donc tout de suite, cinéma, moto, ça avance en même temps. Mine de rien, tout doucement, mais ça trace ta voie, quoi. Je rencontre plein de gens par Patrick. Glenn fait le cheval de fer en 74, où là c'est mon premier Grand Prix. En fait, je vais y tomber. Tu vois, dingue.
Non, la mienne, j'arrive pas en première, et elle reprend, mais comme ça, tu vois. C'est là, à l'épingle, je suivais Brown, il rate une vitesse qu'on l'a, il est resté sur place. Moi, j'étais à 15 cm, bam, je me réveille la gueule. J'étais fou furieux, toi. Le film qui aujourd'hui est toujours une référence de cette époque-là. Ensuite, dans ta carrière, tu es l'un des premiers aussi à aller t'exporter. J'ai vu pas mal en Angleterre. Et finalement, tu te fais aussi une place et un nom en Angleterre. Plus qu'en France. Ouais, c'est paradoxal ça. Non, parce que tu sais, c'est comme le rock'n'roll. Hein. Oui. Les années 70, le mec qui voulait faire du rock'n'roll, il s'intéressait, il allait plutôt en Angleterre qu'en France. Mais surtout, n'oublions pas que la course, pour moi, c'est d'abord les Anglais, les Italiens, mais c'est eux qui ont inventé, je veux dire, le sport et la course en général. Et moi, j'ai grandi avec les mythes, Phil Reed, Michael Wood, le Tourist Trophy, les champs de circuit, Mallory Park et tout ça. Donc, quand je suis inter, je me dis, moi, je veux voyager, je veux aller me battre, parce que c'est en sortant de France que tu apprends la course. Et surtout, quand tu vas en Angleterre, tu vas chez eux, c'est des chiens. Ah oui, oui. Ah non, mais c'est... Puis c'est un autre univers, c'est même encore maintenant, même encore aujourd'hui. Toujours. Quand tu vas rouler en championnat Superbike T'as vu anglais le BSB? aujourd'hui, c'est des courses de dingue, c'est des circuits que tu retrouves nulle part ailleurs. Et tu as l'impression que ça n'a quasiment pas évolué, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça dure. Ouais, et voilà. ce qui fait que tu as vu la course là-bas, le BSB, c'est retransmis à la télé. Oui. Et le niveau du BSB, quand le mec gagne le BSB, il peut se pointer des fois en Grand Prix ou en championnat Superbike. Tu sais qu'il va être dans les premiers. Et donc l'Angleterre m'a réussi. En plus, bon, 77, je suis le premier à battre Barry Sheene en championnat anglais. Et ça, c'est... Pour moi, ça me paraissait... vu que je bagarrais souvent avec, un jour sous la pluie, ça l'a fait. Mais ça ne m'a pas amené beaucoup de retours sur le continent, quoi. Bernard, c'est ce que tu nous racontes là quand tu as battu Barry Sheene, c'est un vrai exploit. C'est comme si aujourd'hui un pilote privé terminait devant Marquez ou Rossi sur la première marche d'une course. C'est impensable de dire que finalement ça a fait que très peu d'écho. Bah, tu sais, c'était l'Angleterre, c'était la course du championnat anglaise, mais il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Je ne me suis pas occupé de ma com, comme on dit. Donc, j'avais 3 entrefilets. Voilà. Et donc... Pourtant, quand on voit ça, là, c'est Motopresse, Bernard Faux, l'homme qui a battu Barry Sheene, ça donne du cadre. C'était un copain qui avait fait ce magazine-là éphémère et qui lui avait dit, mais non, moi je veux raconter l'histoire parce que elle était belle. Un vrai exploit, Bernard. Nous, on va passer sur un autre exploit et on va transmettre le bébé à David Dumain que l'on va retrouver au guidon d'une nouveauté BMW. Vous l'avez compris, c'est l'essai de la semaine. Comme l'an passé, BMW a ouvert les portes de son centre d'essai de Miramas dans les Bouches-du-Rhône, où la marque allemande effectue de nombreux essais pour mesurer la fiabilité de ses modèles auto et moto. Plus de 3 millions de kilomètres pour les quelques 180 motos testées ici chaque année. Miramas, c'est un complexe ultra secret, entouré par un immense anneau autoroutier, à l'intérieur duquel on trouve un autre ovale, 3 circuits pour tester la maniabilité, un circuit de vitesse, un parcours d'enduro, un simulateur de zone urbaine et une piste pour tester le comportement sur le mouillé. C'est là que l'an dernier on avait eu droit à la démonstration de la moto autonome sans pilote donc. Cette année, nous avons pu prendre le guidon d'un prototype de moto électrique sur la base du Roadster S1000R face auquel on a pu comparer les accélérations fulgurantes du futur e-Roadster BMW. D'autres engins électriques se cachent à Miramas. On se souvient du concept Vision Next 100, tout carbone, avec lunettes connectées et pneus amortisseurs, mais il y a aussi ici un scooter électrique avec lequel on a pu tester la conduite en vision tête haute. À Miramas, BMW teste aussi les modèles actuels comme cette R1250 GS bardée de capteurs, notamment sur les roues, pour tester les chocs qu'elle peut absorber sur des parcours exigeants. Celle-ci a participé au fameux GS Trophy
est allé rouler en Mongolie, en Afrique du Sud, en Espagne et bientôt en Inde. Il y a également une S1000R, un roadster, bardé lui aussi de capteurs, mais le moment fort de la présentation des BMW Tech Days 2019, c'était le nouveau moteur Boxer R18 complètement démonté après 100 000 km et exposé au regard de tous. On a eu droit à quelques chiffres, notamment en termes de puissance et de couple, ce qui avait jusqu'ici été tenu secret. Le nouveau Flat Twin, avant tout imaginé pour convenir au marché américain, où il sera d'abord présenté avant d'arriver en Europe, développe donc 91 chevaux à 4650 tours minute et un pic de couple à 158 Nm à 3000 tours. Un énorme bloc de 110,8 kg, transmission et système d'admission compris, logé au cœur d'un futur cruiser, présenté au Salon de Milan et nommé R18/2, c'est ainsi qu'on doit le prononcer. Lointain héritier du premier bicylindre à plat qui équipait la BMW R32 de 1923, ce Big Boxer de 1800 cm3, de 1802 cm3 exactement, est le plus gros jamais fabriqué en série par BMW, avec d'énormes pistons dont BMW a fixé la taille d'après des critères éminemment logiques pour une marque installée en Bavière. Avec la surface lisse et patinée de ses caches-culbuteurs, ce moteur à refroidissement air-huile cultive son côté rétro, mais il répond aussi aux nouvelles normes Euro 5. Pour les plus calés en mécanique, sachez que le vilebrequin forgé en acier trempé possède un palier supplémentaire pour compenser les vibrations de torsion à cause du volume énorme des cylindres, que les deux bielles montées sur un palier à glissement sont également forgées en acier trempé, mais aussi que les deux arbres à cames sont entraînés par le vilebrequin au moyen d'une chaîne à douille, dans l'esprit du concept héritage actuellement très prisé par BMW. Enfin, concernant la boîte 6 vitesses logée dans un carter en 2 pièces en aluminium, elle dispose d'un arbre de sortie aménagé pour inverser le sens de rotation. Une marche arrière, actionnée par un levier, sera donc disponible en option. Après les deux prototypes custom The Departed et The Birdcage, après les concepts R18 et R18/2, l'arrivée de ce Big Boxer est prévue sur le marché français après l'été prochain. Bon Bernard, on a bien compris ton passé de motard de compétition. Et tout de suite, tu as parlé tout à l'heure de ton ami qui s'est mis à faire le cheval de fer, voilà, qui a fait du cinéma. Et toi aussi, tu es passé de ce côté de la barrière, derrière l'objectif, on va dire, et le Continental Circus. Comment t'es venue l'idée et pourquoi ? Moi, j'ai toujours rêvé de films sur la moto, de course. Il y en a eu très peu parce que j'ai été nourri du film de la Pérousas, Continental Circus, qui est sorti en 69. Et puis après le cheval de fer auquel j'ai participé. Et puis 40 ans après, il n'y a rien, quoi. Donc, et j'avais une histoire à raconter. Et puis quand j'ai eu un contact avec quelqu'un de l'INA, Karim, où je sais qu'il y avait des trésors, toutes les archives là-bas. Parce que si je n'avais pas eu les archives, je ne me serais pas lancé à raconter Bernard Faux et ses copains qui se retrouvent à courir. Mais je savais que je pouvais raconter le passé et je voulais le faire autrement que dans un fauteuil ou dans un café, mais en étant en action. Donc j'ai joint la course et le filmage et je disais, je filme pour courir et je cours pour filmer. J'ai filmé comme j'ai couru, c'est-à-dire je suis parti de zéro et j'ai lancé la souscription parce que sans l'internet, sans le numérique, je n'aurais jamais pu faire ce film-là. Éric de Seine a donné un gros coup de boost, la fédération française avec Jacques Boll, donc tout le monde s'y est mis. Et 3 ans après, on projette le film à Bastille. Et là, je me dis, voilà, j'ai pas été champion du monde, mais ça, c'est mon titre à moi. Quand j'ai arrêté la course, j'ai dit un jour, je fais un film. Et j'y ai pensé pendant 30 ans. Je mets en avant ma nostalgie et celle des autres. Et c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que justement aussi cette crédibilité que tu avais en étant pilote à ce moment-là par rapport aux gens que tu vas voir, est-ce que ça aussi, ça rajoute pas de l'émotion, de l'intensité et surtout de la crédibilité, bien sûr? Ça change tout. De toute façon, c'est comme ça. On peut pas. Moi, je suis pas journaliste. Toi, t'es pas pilote. Mais quand un pilote parle à un autre pilote, ils ne peuvent pas se dire les mêmes choses que quand ils parlent avec un journaliste. Ça peut être aussi profond qu'un journaliste, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas le même rapport. Le Continental Circus,
pour les enfants de moins de 20 ans, pour les jeunes de moins de 20 ans qui n'ont pas connu ça. Même moins de 40. Ouais, même moins de 40. Qu'est-ce que c'était vraiment, le Continental Circus? Il faut faire court, hein. Le pitch, c'est comme Ouais, pour les producteurs. voilà. Eh ben, c'était, comme le mot cirque n'est pas par hasard, c'était les championnats du monde, chaque épreuve de chaque pays qui se passait sur le continent. D'où le mot continental, parce qu'il y avait une fois les Japon aux États-Unis, mais c'était avant tout une histoire d'anglais, d'allemand, d'espagnol et tout, très peu de français avant les années 70. Et c'était les grands prix, ça s'appelait pas MotoGP, ça s'appelait Grand Prix de France, Grand Prix d'Italie et autres. Et les années 70, ça a été le début, ça a pris une ampleur, mais ça a commencé en 49, quoi. Et les circuits avaient rien à voir, surtout. Oui. Les circuits en ville, les circuits un peu... Le road racing, c'est-à-dire comme c'est les Anglais qui avaient Ouais. amené ça, et puis il faut remettre le contexte, il y avait très peu de circuits permanents. Le Paul Ricard est le premier circuit, un des premiers en Europe, à être circuit moderne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut, à ton sens, perdurer ou demeurer de cet esprit? Est-ce qu'on l'a totalement perdu, cet esprit Continental Circus, ou est-ce qu'il en reste quand même un petit quelque chose, selon toi? Ce qui restera toujours, c'est que les pilotes, la passion qu'il faut avoir pour monter sur une fusée à roulettes, là, comme c'est, celle-là, je crois qu'elle ne change pas. Après, c'est le contexte, mais ça ne change pas. Par contre, évidemment, le business, l'argent qui est arrivé a transformé totalement ce monde-là, la façon de courir, les circuits, mais c'est à l'image du monde moderne. Alors Bernard nous parlait de marketing, de commerce et de business. Eh bien, on a une Yamaha TZ ici dans son atelier. Eh bien, ça tombe bien parce que Yamaha vient de lancer un nouveau produit sur le marché, le Yamaha Rent, c'est-à-dire de la location dans tout le réseau des concessionnaires de la marque. Je vous propose de regarder ce sujet. Allez, c'est parti. Chez un certain nombre de concessionnaires Yamaha, partout en France, vous pouvez louer votre moto ou votre scooter. Vous pourriez louer un 50 cm3, un 125 cm3 en scooter ou en moto, comme le X-Max ou la MT125, un X-Max 300, X-Max 400, T-Max, MT07, MT09, Tracer 900, FJR. Voilà, Nikon aussi, qui est la nouvelle moto 3 roues. Ce sont des produits qui seront très demandés. Ce qui va faire la différence par rapport à un loueur classique, c'est que toute notre gamme est soit neuve, soit très récente. Donc la location va pouvoir se faire à la journée et jusqu'à un mois. Et au niveau des tarifs, nous sommes très compétitifs. La location avec Yamaha Rent comprend l'assurance tout risque, avec rachat de franchise possible, l'antivol, les gants. Voilà, c'est un package complet. Si vous êtes un motard occasionnel, on a aussi la possibilité de vous louer tout l'équipement. Vous pouvez profiter de la location cet été, mais aussi tout le reste de l'année. Que ce soit pour un déplacement professionnel ou pour une balade le week-end, n'hésitez pas à venir chez Yamaha Rent. Retrouvez votre programme avec aprilmoto.com, l'expert de l'assurance moto. Johan Zarco, 2 titres mondiaux en Moto 2, accède cette année à l'Olympe de la course, le MotoGP. C'est ce champion de devenir que je veux suivre avec les éternelles questions. Qu'est-ce que c'est un pilote moto? Allez, les bouges, tac. Voilà. Ça te remet les pieds sur terre, Ah ouais, ça permet toujours de rappeler que tu viens de là, que le chemin il est long. Hein. Donc quand il y est, tu l'apprécies. ouais, tu l'apprécies et tu fais en sorte d'y rester. Alors, changement de décor pour cette deuxième partie de Sans Concession avec Bernard Faux. Bernard, on est ici dans l'antre de la fabrication avec ce fameux film qui, on espère, va sortir à un moment ou à un autre. C'est le film sur Johan Zarco. Alors, la première question, c'est de savoir où en es-tu? Parce que c'est vrai que tu avais commencé avec Johan il y a un petit moment de ça. Et maintenant, où en es-tu? Eh bien là, il y a 1h27,
Le film ne fera pas plus d'1h30, mais j'arrive au moment de la fin 2018 et il reste encore 15 minutes pour finir le film, quoi, disons. Mais ça va être fini dans peu de temps. Donc, ton film, on est bien d'accord, c'est un film qui sera consacré à 100% et pendant toute sa durée à Johan Zarco. Ah oui, c'est le sujet. On voit l'affiche, l'audace d'un champion, c'est le sujet, c'est un portrait. Et c'est un portrait, je pensais, d'un champion en devenir, puis du coup, c'est aussi un homme en devenir. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Comment ça t'est venu, cette idée de suivre Johan Zarco? Alors, il se trouve que par son manager, Laurent Félon, qui est plus jeune que moi, qui nous a vu courir quand il était gamin, on l'a fait rêver, et donc de la French Generation, quoi. Je veux dire Fernandez, Bertin, tout le monde. Et quand je l'ai croisé, quand j'ai commencé mon film, je l'ai croisé, il m'a présenté Johan, et puis quand le film est sorti, Johan a adoré le film, Laurent Félon qui l'a montré à son fils, qui s'est raconté ses rêves de jeunesse, quoi. Donc il y a eu un vrai intérêt, un échange, et j'ai vu que si j'avais l'envie de faire un portrait d'un pilote moderne, parce que justement, par contraste, pour voir l'évolution, qu'est-ce que c'est qu'être un pilote aujourd'hui, d'un seul coup, l'opportunité d'avoir croisé Johan était là. Et puis il se trouvait que je croisais là quelqu'un qui était devenu double champion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu, d'être champion du monde. Donc, pour situer le contexte du film, on rentre dans l'histoire de Johan au moment où il est double champion du monde Moto 2 et où il va s'inscrire dans sa première année de MotoGP. C'est à peu près... Non, du tout. Moi, je raconte tout. Si je fais une biographie de quelqu'un, pour moi, c'est dès la naissance. D'accord. Donc, on le suit de ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. On le suit. J'ai très peu d'archives. On a bien compris. Mais par contre, c'était important que je croise sa famille. Et donc, j'ai le témoignage de ses parents, qui me racontent l'histoire, comment il a démarré, et tout ça. Et pour comprendre quelqu'un, il faut voir d'où il vient. Et justement, alors, qui est Johan Zarco, sans évidemment trop trahir l'esprit du film, parce que on a d'un côté un pilote flamboyant, quelqu'un qui est vraiment attachant aussi humainement. Le contact, comment il s'est fait entre vous, ça s'est bien passé tout de suite, vous avez le feeling est passé rapidement. Qui est Johan Zarco? S'il n'y avait pas eu le feeling, il n'y aurait pas le film. Parce que moi, je ne suis pas un producteur qui a l'argent pour payer le pilote pour pouvoir être devant la caméra. Donc c'était son choix à lui, il m'a choisi autant que je l'ai choisi, quoi. Et ça a pu continuer parce que il a trouvé un intérêt dans les conversations qu'on avait. On en revient sur ce que je disais, une conversation entre deux pilotes. En plus, une époque qui l'a intéressé parce que Johan, il s'est beaucoup penché sur le passé. Il a été éduqué, nourri par Laurent Félon autour de ça, mais ça l'intéressait de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, et pas seulement dans le domaine de la moto, dans le domaine de la musique. Quand on voit quelqu'un qui écoute James Taylor ou Brassens, qui a 28 ans, tu te dis, tiens, il est particulier. J'ai senti que là, il y avait une personnalité qui était différente, qui était singulière. Je veux dire, et puis son deuxième titre, là, m'a bluffé tellement. Et je me rappelle ce que j'ai dit à la remise des prix, à la conférence, quand il était là, avec Laurent, à la fin 2016. Je lui ai dit, là, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Le deuxième titre, vous avez fait le plus dur, le plus casse-gueule. Et comme il a gagné, avec vraiment la force, le caractère, ça m'a donné envie. Je me dis, tiens, et si je voulais faire un portrait, là, j'ai quelqu'un sous la main. Ouais. Et Laurent m'a dit, OK. Quand on t'écoute, Bernard, on a l'impression que c'est plus l'homme, finalement, et ce que tu disais, et ce que tu as découvert au travers de Johan, que le pilote qui t'a attiré, en fait, c'est ça? Non, les deux. Comment on peut pas dissocier? C'est impossible de dissocier. Il y a les résultats bruts, donc là-dessus, ce qu'il avait fait, c'était exceptionnel. Puis après, il y a la manière de le faire. Comme on dit, c'est le style qui fait l'homme. Je veux dire, quand les gens regardent, on a vu Rossi, au-delà de ses titres, sa personnalité. Marquez, c'est encore une autre histoire. Agostini, chacun a une personnalité. Et les sportifs sont comme des artistes pour moi. Ouais, ils créent quelque chose. D'abord, tous les êtres humains créent quelque chose. Ils créent leur vie. Quand je l'ai rencontré, quand on a commencé à parler,
Je me suis dit, waouh. Parce que l'idée du film, c'est, au départ, parce qu'un film, c'est toujours un point de vue. Et moi, j'ai dit, ok, j'ai été un pilote à haut niveau, je sais ce que c'est de se battre avec les meilleurs, mais je n'ai pas été champion du monde. Pour, voilà, des tas de raisons trop longues à expliquer. Et donc, je ne sais pas, c'est une question qui me restera jusqu'à la fin de ma vie. C'est quoi être champion du monde? Et d'un seul coup, là, j'ai eu sous la main quelqu'un qui était pilote et double champion. Même qu'une fois, ça aurait été suffisant, mais qui est un pilote exceptionnel. Et champion du monde, là, j'ai voulu creuser. Et plus je creusais, plus je posais des questions sur lui, il répondait, plus ça me renvoyait à moi, quoi. Et, tu vois, il y a eu un moment et identification. Et j'ai envie de dire, tu sais, tu connais Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi, et je vais dire Zarco, c'est moi. Même si Félon l'a dit autrement et pour d'autres raisons. Je dis, ouais, tout ce que je mets dans le film de Johan, il me l'a donné, mais c'est moi qui le montre, qui retranscrit mon point de vue. Alors, dans ce film, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau de son évolution, de son parcours? Parce que entre le premier titre, le deuxième titre de Moto 2, le passage en MotoGP, est-ce que tu as senti des différences en tant que pilote, bien évidemment, mais en tant qu'homme, Johan? Est-ce qu'il était marqué? Tu vois ce que je veux dire? Comment il appréhendait ces différentes phases de sa carrière? L'histoire, de toute façon, je ne dévoilerai rien, puisque tout le monde a suivi à travers les médias aujourd'hui. C'est plus des scoops. C'est-à-dire que Johan, il s'est construit, quand je dis sur 3 ruptures, mais au départ, pour revenir à la genèse, quand j'ai vendu ça aux souscripteurs ou à la Fédé, je fais un film sur un champion de devenir. C'est-à-dire, il est proche de la dernière marche, mais on sait bien que c'est la plus dure, il n'y a pas beaucoup de place, mais va-t-il y arriver? Voilà. Donc, je pensais faire un film sur une année, et puis comme il y a eu des circonstances, il y a eu des imprévus, des obstacles, d'un seul coup, j'ai vu un homme évoluer, et là je me suis dit, mais c'est un homme qui est en plus en train de prendre sa maturité, quoi, et ça devenait aussi important que le champion. Les deux avançaient de concert, et c'est ça qui m'a plu, quoi. Comment on devient un adulte, parce que les 3 ruptures, à 15 ans, il quitte la maison. Voilà, en 2018, il quitte Félon. En 2019, il quitte KTM. Et là, heureusement que je n'ai pas fini le film avant la saison KTM, parce que j'aurais manqué quelque chose de fondamental. Tu disais tout à l'heure que tu ne pouvais pas te déplacer sur toutes les courses, etc. Comment ça se passait justement? Est-ce qu'il revenait spontanément vers toi pour, entre guillemets, débriefer en disant, bah tiens, vous reparliez des courses? Comment il se livrait à toi et comment vous travaillez? Non, ça, le film va le raconter, ça a été un parcours de combattant. Johan était disponible, mais pendant un moment, il y a eu Laurent Félon qui décidait. Jusqu'au jour où il a dit non. D'accord. Il a dit non sur le tournage. Le tournage. D'accord. Oui. Donc ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté et c'est Johan qui a dit moi je reprends. Continue. D'accord. Ok. Tu l'as senti comment à ce moment-là, Johan? Il était. Tu dis, tu as vu également l'éclosion d'un homme. Ça a joué aussi sur lui, cette séparation qui n'a pas dû être facile. On va grossir le trait, mais il tuait presque le père en se séparant. Tu vois ce que je veux dire par rapport à, en tout cas, son père sportif, on va dire. Tu vois ce que, comment je veux dire? Je me permets une petite aparté. L'expression tuer le père est la plus mauvaise qu'on puisse sortir. Même si elle est plus ou moins freudienne, là, parce que de s'émanciper, c'est pas tuer celui qui a été à la base. Ouais. C'est de dire, je te remercie de tout ce que tu as fait, que ce soit un fils à son père ou à son manager, mais maintenant, je veux voler mes propres ailes, j'ai grandi, je n'oublie pas, je te remercie, je te dois tout ça, mais maintenant, je veux vivre ma vie. Ouais, mais là, dans ce que tu dis, on n'a pas l'impression que ça s'est passé aussi sereinement. Ah non, mais je dis que c'est l'expression qui n'est pas bonne. D'accord. Et ça peut être en effet vécu par celui qui est abandonné, entre guillemets, comme un meurtre. Tu dis, mais non, c'est le sens de la vie. Mais c'était inévitable. C'était inévitable. Il y a un moment, les chemins divergent.
doivent se séparer et avec plus ou moins de bonheur. Tu connais le stunt, Bernard? Je connais Richard Almec qui a débuté. Un précurseur avant l'heure. Ah bah, j'ai vécu le début. Voilà. Donc, mais j'ai pas suivi toute l'évolution. Sauf... Bon, bah, ce que je te propose, c'est on va faire une petite pause par rapport à toute cette discussion très intéressante autour du film consacré à Johann Zarco, et on va visionner ce petit reportage sur le stunt. Bernard, on revient à ce sujet et ce film Johann Zarco, l'audace d'un champion. Tu disais tout à l'heure, il manquait à peu près 3 minutes dans le film. Pour toi, il sera terminé à quel moment? La maquette va être terminée dans peu de temps, c'est-à-dire quand je dis en peu de temps, dans 15 jours. Donc après, il faut que je le projette aux gens concernés. Donc Johann. Donc Johann, évidemment, en premier lieu. Et puis après, le montrer à Canal+, parce que ce serait une logique que ce soit eux qui le diffusent. Bon, si ce n'est pas le cas, peut-être j'irai voir Netflix, Amazon, parce qu'aujourd'hui, les plateformes, c'est des lieux qui montent très fort et qui ont besoin de films. Et puis, il y a tous le DVD, comme le film précédent. Le DVD qui est en train de mourir, il se trouve qu'on est dans une niche des passionnés de la moto qui veulent avoir un peu l'objet à l'ancienne, et puis surtout qu'on participé. Je dois dire que ce film se fait grâce aux souscripteurs, à la fédération. Dernière question, Bernard. Cette saison 2019, comment tu l'as vécue entre les déboires de Johann, qui était, je dirais, en bas de l'échelle, et l'explosion de Fabio Quartararo? Comment tu as réussi à trouver un équilibre entre ces deux Français dans tout le contexte du championnat du monde? Ça t'a sensibilisé par rapport entre guillemets, au côté un peu, j'allais dire, malheureux de Johann et de sa situation, et d'un autre côté la satisfaction de voir un nouveau Français éclore? Je n'aurais jamais misé que Quartararo ferait ça, personne. Bon, de loin, j'entendais que c'était un pilote talentueux et il faut l'aide pour gagner jamais en Moto 2. De là à exploser, ça c'est juste les miracles de la course et l'opportunité. Et si ça pouvait se reproduire plus souvent, ça serait bien. Donc, quant à Johann, lui, c'est l'inverse. Il était en haut il y a 1 an.
Mais en même temps, ça fait partie peut-être de son chemin. Il était en haut, il est descendu au plus bas. Plus bas, il y a toujours plus bas, hein, on voit. Ouais. Mais disons qu'en tant que sportif, dans ses résultats, et en même temps, c'est toujours dans la difficulté qu'un homme, qu'un sportif se mesure. Et je trouve tout ce qu'il a fait, ça correspondait à ce que j'attendais, à ce que j'imaginais de lui, parce que j'avais un peu deviné. Parce que j'ai l'audace. L'audace, pour moi, c'est l'intuition plus le courage. Et donc, c'est un beau sentiment, être audacieux. Il faut réunir ces deux qualités-là. Et je sentais des choses qui ne m'ont pas étonné, qui allaient se passer, quoi. Par contre, maintenant, il s'affirme en ayant fait des choix. Et j'espère, et en tout cas, c'est en train de lui donner raison, parce qu'il est parti pour avoir une bonne moto, quand même. Et c'était pas gagné il n'y a pas longtemps. Ouais. Dernière interview que j'ai fait avec lui. Mais c'est vraiment audacieux. Ouais, et ça, c'est magnifique. Audacieux, c'est le mot qui caractérise selon toi le mieux, Johan ? Ah bah là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, quand je dis l'audace, c'est l'intuition plus le courage. Il a montré qu'il était courageux, parce que pour son parcours. Mais là, aujourd'hui, il éclate comme audacieux, c'est-à-dire avec ses ruptures. Les gens n'ont pas compris, un peu ont été choqués qu'il puisse dire non à une usine avec l'argent que ça présente. Mais moi, je dis, mais c'est normal, je le savais depuis le début qu'il ne ferait pas les 2 années. Enfin, je dis, c'est pas possible, il ne peut pas accepter cette situation. Et donc, c'est un peu le bon sens. Mais des fois, le bon sens, pour l'affirmer, il faut être très, très couillu, là, pour le coup. Là. Parce qu'il n'y avait rien. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Hein. Mais à un moment, c'était plus possible. Et après, à Seine, c'était évident. Quand je vois à Seine abandonne, j'ai là, c'est foutu. Il est au bout, là. Bernard, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Et puis, j'espère qu'on pourra suivre ça très, très, très rapidement et très vite. Avant, pour merci d'être venu et de ce reportage, je vais quand même vous montrer le début du film. Chacun possède une force intérieure qui le guide vers l'œuvre de sa vie, s'accomplir. Pendant l'enfance, cette force est facile à toucher du doigt. Elle oriente nos activités et remplit notre profonde curiosité. Puis, au fil des années, cette force s'estompe et l'on écoute davantage ses parents, ses amis, en subissant l'usure des angoisses quotidiennes. Un jour arrive, on se demande, qu'avons-nous fait de nos rêves ? Voilà, j'espère que cette émission vous a plu et que, comme moi, vous attendez avec impatience justement la sortie du film de Bernard Faux sur Johan Zarco. Eh bien, en attendant cette sortie, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession. C'était votre programme avec aprilmoto.com, l'expert de l'assurance moto.